Bon, prenez-vous un petit café, hein, vous attendez pas un truc ultra rapide. Honnêtement, c'est pas pour me lamenter, hein, mais je vous dois une explication quand même. Honnêtement, adapter des paradigmes d'il y a plusieurs milliers d'années, c'est clair dans ma tête, mais les adapter à notre vie d'aujourd'hui avec nos conceptions actuelles, je vous avoue que c'est pas forcément facile si je veux vous donner le truc le plus précis possible sans vous induire en erreur. Donc j'ai parfois cherché mes mots et j'ai un peu lambiné, quoi. Voilà. Et j'aime pas ça parce que j'aime bien quand ça va vite, quoi. Donc je pars du principe que ça va vous gonfler peut-être un peu. Bon, avancez un peu, hein. Et puis alors il y a une introduction. Je suis obligé de vous montrer un minimum les runes, pas forcément celles qu'on connaît les plus usuelles, mais aussi les runes cryptées. Donc si vous voulez sauter cette partie-là, sautez jusqu'à à peu près un quart d'heure, peut-être un peu plus, vaguement. Je vous mettrai un repère. Je vous mettrai exactement le temps. Ça va dépendre du montage, donc je vous mettrai le temps. Voilà. Mais bon, au moins vous partez, vous le savez, quoi. Voilà. Allez, c'est parti. Et donc j'ai grandi avec cette espèce de philosophie, cette pensée qu'on n'est pas séparé des animaux et de la nature, qu'on a oublié, mais on est un petit rouage qui a pensé qu'il pouvait s'en extraire, mais la nature, elle est patiente, mais au bout d'un moment, elle nous rappelle qu'on fait partie de ce cycle quand même. Et donc, quand je vois cette philosophie dans les tarots, ça me semble évident. Et puis, avec le temps, et avec alors les tarots, j'ai eu un jeu de tarot entre les mains, je sais pas, je devais avoir 12-13 ans, donc t'as qu'à voir, j'en ai 46, ça fait un bout de temps que je les regarde, les cartes. Et j'ai eu beau avoir, comme tout le monde, des oracles, des trucs différents, des bouquins différents aussi avec le temps. Je suis restée sur le Marseille. C'est fou, je trouve une profondeur et une richesse dans ce truc-là. Alors que je peins, je le trouve moche, honnêtement. Enfin, moche. Oui et non, il n'est pas très esthétique, on est d'accord. Il y en a des très beaux. T'as des oracles qui sont magnifiques. T'en as qui sont vraiment sublimes. Mais c'est juste des oracles. Tu trouveras jamais la profondeur de philosophie que tu as dans le Marseille si tu prends le temps. Et quand je dis le temps, c'est des années. Si tu prends le temps de regarder les cartes et d'essayer de les comprendre. Et de faire un rapport entre elles. Bon bref, je ne vais pas vous traîner pendant des heures. Mais effectivement, à partir du moment où j'ai commencé à étudier les runes, j'ai commencé à les voir dans les tarots. Parce que ça colle avec la philosophie du truc. Alors, je vais retenir, je pourrais en voir partout. Et puis, il n'y a pas que les runes qu'on connaît qui ressemblent à ça, justement, quelque chose de très angulaire. Quelque chose de très marqué, comme des bâtons, quoi. T'as pas que ces runes-là. T'en as qui sont plus rondes et t'as des runes cryptées. C'est ce que je vais vous expliquer. Donc je vais être obligée de faire une petite introduction. Ça fait déjà 4 minutes, je suis désolée, je vais avoir besoin de quelques minutes en plus. Et puis après, on va commencer par les arcanes majeures, parce que c'est ce que vous connaissez le plus. Et puis sur la fin, je vous ferai les arcanes mineurs, qui vont peut-être moins être intéressants pour tout le monde, même si c'est peut-être là qu'on va trouver des trucs intéressants aussi quand même. Bon bref. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne peux pas dire un alphabet, on appelle ça un fusarque. Parce que alphabet, ça vient de alpha, bêta, c'est les premières lettres de notre alphabet au final, latin. Mais les premières runes du futarque, c'est Feu, Uruz, F, U, tu vois. Donc on appelle ça un fusarque. Mais il a beaucoup évolué au fil du temps. D'abord, bon, disons qu'on trouve des traces chez les Germains au départ. Ensuite, il a migré un peu par chez nous. Il est monté chez les Anglo-Saxons. Et ensuite seulement, il est parti dans les pays nordiques avant de redescendre avec les Vikings chez les Normands. Donc revenir chez nous. Et ça a fait un sacré périple. Et tu penses bien que les runes, elles ont beaucoup changé. Elles ont changé même dans leur graphie. La façon dont on les a écrites a beaucoup changé avec le temps. Donc les runes normales, bon, je vais te faire ça à l'ancienne. Les runes normales, originelles, on va dire, tu vois, elles ressemblent à ça. Alors c'est divisé en 3 oettes. On appelle ça un oët, c'est-à-dire c'est divisé en 3 parties. D'accord? Donc tu as le premier oët, ça va être vraiment les runes qui sont liées aux vicissitudes de la vie d'un humain, son quotidien, ouais, la vie vraiment terrestre et la matière. Et tu retrouves ces 3 niveaux dans le tarot. Tu vas retrouver cette notion de matière, vraiment, le noyau dur, quoi, ce qu'on voit.
le bout de notre nez, juste. Après, tu vas avoir le niveau, on va dire, plus psychologique, plus... Ça fait partie de la vie des humains, si tu veux, mais c'est plus la vie intérieure. Et puis après, tu as le niveau vraiment métaphysique, avec des notions un peu plus complexes qu'aujourd'hui, Jung appellerait des... Enfin, Jung, aujourd'hui, non, il est mort, le pauvre, mais ce qu'aujourd'hui, nous, on appelle des archétypes, ça va ressembler un peu à ça, même si les archétypes sont discutables, mais tu vois, c'est des espèces de grandes notions. Et ces 3 niveaux, tu peux les retrouver dans le tarot, même un 4e. Enfin, c'est un vaste sujet. Donc voilà, ça ressemble un petit peu à ça, les runes germaines, donc la fin du truc, voilà, c'est ça. Et puis ensuite, vers le 5e siècle, elles ont donc migré, si tu veux. Il y a 4 nouvelles runes qui apparaissent en Hollande et en Allemagne. Et puis ensuite, ça s'est encore étoffé. Et au final, chez les anglo-saxons, on est arrivé à quelque chose comme 33 runes, plus des variations. Voilà, le récap. Globalement, tu as les runes germaniques. Celle-ci aussi, on va la retrouver, la rune Kalk. Et la rune Gar, on va plutôt la retrouver dans les mineurs. Mais tu vas voir qu'il y en a, je te montre tout de suite, hein, il y en a une qu'on va voir énormément beaucoup dans les mineurs. C'est Elaz ou Algiz. Chez les Germains, c'est Elaz. Celle-ci, qui est la rune de protection, de paix et compagnie, qui était vraiment un symbole de reconnaissance. Tu as les runes médiévales, on ne les retrouve que dans les manuscrits médiévaux. Alors, il faut savoir que les manuscrits médiévaux, on te dit que chez nous, il n'y avait pas d'écriture sur notre sol. C'est faux. En fait, petit aparté, parce que ça m'énerve, c'est mon côté militant, j'y peux rien. Il y a eu une écriture, il y a eu une purge de l'Église catholique romaine, c'est évident. Et les manuscrits, il y en a eu, puisqu'on en trouve outre-Manche. Il faut savoir que la Manche, il fut un temps où ce n'était qu'une rivière au milieu d'une chênaie. C'est d'ailleurs la légende de la forêt de Sissi quand tu vas au Mont-Saint-Michel ou à Saint-Malo. C'est pas qu'une légende, hein, parce qu'il y a une plongeuse anglaise qui a trouvé des troncs de chêne énormes au large des côtes anglaises. Donc il y a vraiment eu une chênaie fut un temps, et effectivement, avant la montée des eaux, la Manche n'était qu'une rivière. Donc nos peuples pouvaient communiquer super facilement avec les Anglais, tu vois. Et c'est ce qui explique qu'on a la Grande et la Petite Bretagne. Notre Bretagne, Bretagne française. Mais voilà, tout ça, c'est des peuples qui correspondaient et qui parlaient entre eux. Alors, on retrouve des manuscrits médiévaux du côté anglais, comme par exemple, pour citer le plus connu, tu as le livre de Balimote, B-A-2-L-Y-M-O-T-E. Si tu veux aller voir à quoi ça ressemble, c'est magnifique. Et tu retrouves beaucoup de runes dedans. Tu peux les retrouver en cercle, avec des petits bâtons, comme ça, encryptés. Donc c'est facile à encrypter, tu vois. Tu peux faire un soleil avec des petits bâtons, des grands bâtons. Et quelqu'un qui connaît le code va pouvoir décrypter les runes que tu as voulu écrire. Et ce que tu as voulu transmettre. Je fais beaucoup de digressions, je sais. Et donc ensuite, on en revient là. Ensuite, ça a migré. Toutes les runes ont migré avec les mouvements des peuples, finalement. C'est arrivé chez nos amis nordiques. Mais non, les runes ne viennent pas de chez eux. Elles sont arrivées chez eux, puis elles sont redescendues chez nous. Et donc chez eux, ça a beaucoup bougé, vraiment. Tu as effectivement... Alors eux, ils en ont viré par rapport aux anglo-saxons qui avaient fini par avoir 33 runes en fonction des sons dont ils avaient besoin. Eux, ils ont considérablement réduit. Mais tu vois, celle-ci, elle n'était pas du tout connue chez les Germains. Tu retrouves toujours les basiques. Mais par exemple, Urus, qui était comme un U à l'envers, c'est devenu ça. Tu vas voir que celle-ci, on la retrouve dans le diable. Celle-ci, on la retrouve dans 10. Celle-ci, on la retrouve absolument partout. Celle-ci aussi, on la retrouve. Enfin bon, tu vas voir qu'on les retrouve un petit peu partout. Et donc, tu vois, il y a eu des versions un peu plus arrondies. Et quand elles sont un peu plus rondes comme ça, tu peux en trouver dans les feuillages des arcanes mineures, par exemple. Et puis, tu as des versions qui commencent à ressembler à nos lettres, vraiment. Parce qu'elles se sont arrondies. Alors, notre B, effectivement, ressemble à Berkan, Berkano, pour les Germains. Mais selon les territoires et les peuples, les noms changent. Bref, voilà. Petite introduction relativement longue, mais pour que tu aies la graphie des lettres en tête et que tu vois à quoi ça ressemble de base. Et donc, 6 dernières choses, parce que c'est le plus important. Tu vas pas retrouver que des runes qui ressemblent à des runes comme ça, même si elles sont très différentes toutes et que c'est vaste. Tu vas retrouver aussi des runes cryptées.
Et celles-ci, les gens ne les voient pas forcément parce qu'il faut savoir encrypter et décrypter les runes. Par exemple, tu peux laisser un message dans la nature que personne ne va voir. Je t'explique. Je vais te montrer un petit tableau et ça sera beaucoup plus simple. Tu vois, première aète, deuxième aète, troisième aète. Donc les 3 aétirs sont représentés par les lignes. Et les colonnes, c'est la position de la rune dans cette aète. Ok ? Je vais pouvoir écrire une rune juste avec une branche d'arbre. Donc par exemple, ça c'est mon prénom, Yolène. Et bien ça s'écrit comme ça. Deuxième aète, donc deuxième ligne. Quatrième colonne, ok ? C'est la lettre IJ, Yera, qui est là. Tu peux effectivement mettre des brindilles, des petites brindilles, des grandes brindilles, de telle sorte que tu peux laisser un message dans la nature. Si tu passes par là, ça peut passer inaperçu. Mais les gens de ton peuple vont le comprendre. Donc c'est une façon d'encrypter les runes. Et oui, il y en a plein. Il y en a plein. Et tu peux faire la même chose juste avec des petits traits qui ne veulent rien dire. Mais tu vas voir que tu en retrouves plein dans le tarot et tu auras de quoi explorer. Si tu gardes ce tableau en tête, tu vas voir que ça, des fois, tu en retrouves des petits et des grands bâtons. Ok ? Et dans les dessins aussi. Enfin, beaucoup dans les dessins d'ailleurs. Ok, bon. Précision faite. J'arrive à vous le montrer. Elle est là. Bon, j'en refais des bouts parce que c'était trop long. Donc, je disais qu'Enaz, c'est une rune de feu. Donc, ça va être le feu qu'on partage. Le feu de la torche, donc un feu maîtrisé. Le feu de la torche de résine qu'on allume et du coup, il est circonscrit quelque part. Et effectivement, c'est un feu maîtrisé. Mais ça peut être aussi un feu qui n'est pas du tout maîtrisé. Le feu de la foudre, le feu d'une inflammation au niveau de la peau. Voilà, c'est le feu globalement. Ça peut être le feu de la passion et ça peut être le feu qui vient du ciel. Comme l'image qu'on a de Hildegard von Bingen quand elle est touchée par la grâce ou par le feu divin. Un feu qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs cette carte-là. Voilà, après on peut le rapprocher de certains dieux védiques. Feu sous toutes ses formes, celui de la Kundalini. Mais l'impératrice, quand on veut rapprocher cette notion de Kenaz de l'impératrice, elle a ce côté créatif. Mais c'est pas encore tout à fait maîtrisé. Ça sort comme ça sort, ok ? Ça sort comme un premier jet. Ça sort vraiment de façon spontanée. Et dans Kenaz, autant, parfois c'est un feu maîtrisé, parfois ça ne l'est pas. Puis l'impératrice, elle a aussi ce côté, le feu de passion, désir, etc. Elle a ce côté un peu séducteur. Donc le feu est présent dans l'impératrice de toute façon. Donc, ça ne m'étonne pas du tout de voir ce petit triangle qui dans ce sens-là fait Kenaz et dans ce sens-là ressemble effectivement à un petit feu. Je vous fais cette vidéo-là grâce à Pierre Treuil. Notre ami Pierre Treuil, qui est donc tarologue et astrologue, m'a décidé à faire cette vidéo parce que je me suis dit « Ah, je ne suis pas folle ». Il a dit dans une de ses vidéos qu'on trouvait beaucoup de runes dans les arcanes mineures. Eh bien, pas que mineures, certes, mais moi, ça fait des années que je les vois et du coup, je me suis dit « Ah, je ne suis pas dingue, ça mérite peut-être que je partage mes notes parce que si on est 2, on est peut-être plus ». Et donc, je vous parle de Pierre Treuil parce qu'il fait un parallèle extrêmement intéressant entre la papesse et le pape. Et vous allez voir que la rune qu'on trouve sur la papesse correspond complètement à son analyse. Et c'est très intéressant. Il oppose, évidemment, le pape et la papesse, qui se tournent le cul. C'est pas du tout la même église. Ok ? T'en as une qui est très bling-bling, et t'en as une qui est pas là pour le bling-bling. T'en as même une qui a un gros phallus là, malgré que ce soit probablement une Halloween. Effectivement, c'était pas du tout le même culte. Et les prêtresses étaient très respectées, mais on avait effectivement ce culte de la fertilité. Vous avez le dieu Frey et la déesse Freya. Chez nous, en Alsace, par exemple, c'était Frigg. Donc, toute cette notion, elle est vraiment animiste et très, très liée à la nature. C'est le cœur de l'animisme, au final. Tu la retrouves chez les Japonais, avec les kami et compagnie. Et c'est vraiment la même pensée, elle était universelle. C'est ce que moi, j'appelle la religion naturelle. Elle est venue naturellement, chez tous les peuples.
Tu peux pas lutter, c'est pas un truc qui a été imposé. C'est venu naturellement chez les gens parce que ça leur semblait logique. Et qu'ils avaient cette interaction avec la nature. Et donc, ces deux églises qui s'opposent complètement. Tu as l'église de Rome, Roma. Et si tu fais le miroir, c'est l'église de Amor. Effectivement, ces croix à elle sont sur son cœur. Et elles sont pas bling bling, elles sont pas dorées comme une chaîne comme la chaîne qui est autour du cou d'un mec qui fait du rap, tu vois. C'est juste 3 petites croix qui sont sur son cœur, toutes simples. Sur un truc bleu ciel qui est vraiment une couleur de spiritualité. Et si tu regardes bien, tu verras qu'il n'y a pas que 3 croix, mais il y en a 4. Puisque les 2 écharpes ensemble forment une croix. Et ça, c'est la rune Gébo. La rune du don, de l'hospitalité, si tu fais un cadeau désintéressé, juste par amour. C'est cette notion-là. Si tu regardes la graphie du truc, c'est vraiment 2 lignes qui se croisent, comme 2 personnes qui se rencontrent, ou 2 lignées de familles qui se croisent, et dont les enfants se marient. Tu vas échanger des gènes, tu vas échanger des moments ensemble, donc de la connaissance, des cadeaux, de l'amour, voilà. C'est comme la réunification de 2 clans différents, si tu veux. Et donc, c'est un enrichissement. Mais pour tout le monde, ça correspond complètement avec la notion de la papesse, qui, elle, va être là pour t'enseigner. Les anciennes philosophies, c'était vraiment des philosophies de connaissance. C'était ce qu'il y avait de plus sacré à transmettre aux générations d'après. C'était là où nous, on en était arrivés. J'en suis arrivé là, c'est de là que tu vas partir. C'est ce qu'on fait avec nos enfants. Donc, effectivement, elle, c'est Amor. Et lui, c'est Roma. Pierre a complètement raison. Et la rune qu'il y a sur le cœur de la prêtresse dit exactement la même chose. Donc voilà, pour ces arcanes majeures-là, vous avez ça. Et là, on va rentrer dans une lame où il y en a plusieurs. Et c'est une des plus obscures du tarot. C'est pas évident au premier abord de comprendre la roue de fortune. La roue de fortune, quand tu la vois au premier abord, tu te dis « Mais c'est quoi cette putain de carte? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un lapin, un singe, on ne sait pas trop ce que c'est, et un sphinx. » Alors, si tu écoutes mon ami Pierre, il va t'expliquer en bon astrologue. Et l'astrologie, c'est vraiment une science des anciens qui était centrale. Donc effectivement, tu en retrouves, c'est vrai, beaucoup dans les tarots, de façon plus évidente que les runes. Il t'explique que c'est globalement le système solaire, et on t'explique que, parce que la roue n'est pas ronde, on t'explique que l'orbite des planètes, elle est ellipsoïdale, et tu peux effectivement avoir cette perception-là, et c'est vrai, je suis complètement d'accord avec lui, certes, mais pas que. Par rapport à la philosophie des anciens, tu vas trouver déjà la rune calque. Calque, c'est, regarde les rayons de la roue, comme un X avec une barre verticale au milieu finalement. Ok, et le moyeu, faut pas l'oublier, puisque on le retrouve dans la rune calque. Alors déjà, c'est une rune doublée. Ah, faut que je commence par là, pardon. Désolé, c'est un peu décousu. Bon, je vais essayer d'être concise. La rune calque, son sens premier, déjà ça va être K, mais il faut savoir qu'on peut les doubler. Quand elle est doublée, la rune change de forme. Et ça, c'est la forme double, d'accord? Peut-être pour nous dire qu'on est dans un système solaire à double soleil, ce qui est une possibilité. Encore une petite aparté, vous verrez que j'en fais beaucoup. La majorité des systèmes solaires de l'univers, tel qu'on le connaît à ce jour, la majeure partie, ce sont des systèmes à double étoile. On est un peu une exception. Si on n'a qu'un soleil, on est un peu une exception dans tout l'univers. Très peu de systèmes solaires qui ont qu'un soleil. Il se peut qu'on ait un deuxième soleil qui ait une orbite tellement ellipsoïdale qui part très loin avant de revenir chez nous. Tous les, je sais pas, au pif, 12 000 ans. Et donc, peut-être que ça nous dit qu'on a un deuxième soleil dans notre système solaire, puisque, si c'est bien la rune que je crois, là, elle est doublée. Et donc, la rune calque, quand elle n'est pas doublée, c'est ce fameux symbole qu'on voit partout, protection, inversée. D'ailleurs, en réalité, pour notre système solaire, le soleil n'est pas réellement le centre de l'orbite des planètes. On dit que c'est un des foyers. Enfin bref.
peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui sont encryptées dans le tarot. C'est mon interprétation, après, c'est une théorie comme une autre. J'en ai plein, mais bon, je vous partage celle-là du moins. Donc calque, c'est le calice, la coupe d'offrande. En gros, c'est même pas encore le calice qui est important, c'est ce qu'il contient. Ça contient l'eau. Elle est dans son sens, dans la philosophie des runes et tout ça, elle va contenir la gouze, l'eau. Et l'eau, c'est cette notion d'introspection. Ce que toi, tu contiens dans ton âme, le fond de la personne, au cœur des choses, effectivement, au cœur du système solaire, on trouve le soleil. Donc, effectivement, ça peut cadrer avec ce que disait notre ami Pierre. Elle parle aussi de l'achèvement de quelque chose et la mort de l'ego, si tu veux, un peu. C'est l'achèvement de quelque chose pour un nouveau départ. Et tu vois qu'on retrouve le soleil ailleurs, parce que si tu regardes la manivelle en soi, c'est aussi une rune. C'est la rune Sowilo pour les Germains, et c'est la soleil. Parce qu'il faut savoir que pour les Germains, c'est la soleil et le lune. Et donc la manivelle, c'est celle qui fait tourner ce beau mécanisme de la roue. Et c'est le soleil. Donc effectivement, Pierre a raison, ils ont encrypté avec des runes, dans cette carte, les savoirs que Copernic, puis Kepler et compagnie, et Galilée, essayé de faire passer cette notion qu'on savait depuis très longtemps en vérité, mais que l'église obscurantiste, sur laquelle elle a mis un couvercle en plomb, et elle a brûlé des tas de gens pour ce genre d'idée, tu vois. Donc ils ont quand même réussi à faire passer cette notion pour qu'on ne perde pas les connaissances. Et qu'on ne plonge pas ad vitam aeternam dans l'obscurantisme, mais qu'un jour ou l'autre, ça ressurgisse. Et ben on retrouve encore une rune dans cette lame. C'est la rune Agalaz, ou Agal. C'est une des versions écrites de la rune Agalaz. La première version écrite de la rune Agalaz, c'est un H avec 2 barres. Et donc littéralement, ça veut dire l'œuf de glace, la grêle. Mais écoute la profondeur du truc. C'est vraiment cette notion de cycle que tu retrouves dans la forme de... C'est une roue qui tourne. Et pour les païens, t'as pas un calendrier du 1er de l'an au 31 janvier, claque comme une ligne, et puis on reprend une autre ligne. C'est une roue qui tourne perpétuellement. En gros, c'est un peu le même schéma que suit l'eau sur notre planète. C'est un flocon qui va former de la glace, ça va être de la grêle, ça va tomber, ça va fondre. Ça va faire les mers, les océans, les rivières par infiltration et compagnie et machin. Puis ça va se réévaporer. Ça va repartir dans l'atmosphère, reformer un flocon, refaire de la grêle. Tu vois, le système, c'est aussi une roue. Et on te fait comprendre avec tous les éléments. Et l'eau est très présente dans la carte, si tu regardes bien. La roue de fortune, elle est posée comme un océan mouvant qui va nous rappeler nos émotions. C'est vraiment cette espèce d'océan sur lequel on navigue au fil. Ça fait partie de la condition humaine autant que la matière. Nos émotions, c'est ce qui nous anime. Il va quand même falloir que je précise ce que c'est que le weird et l'horloge. L'horloge n'est pas figée dans le marbre, d'accord? C'est un peu... c'est effectivement ton destin et la toile de fond qui a été tissée. C'est déterminé par un tas de paramètres de vie passée, ta naissance, etc. C'est un peu un principe originel, c'est la loi extérieure de l'univers. Il y a aussi l'origine du mot. Le log, ça vient de la racine lagou. On retrouve la gouze, l'eau. C'est la gouze, c'est la rune de l'eau. Ça signifie droit, mais... Bon, c'est plus large que ça dans l'idée, mais ça englobe aussi les notions de savoir, de connaissance, tous tes acquis, ta sagesse passée, et un système de cause à effet, tu vois, ce que tu vas en faire aujourd'hui. Le weird, c'est une espèce de déesse primordiale, c'est Frigg, finalement, la femme d'Odin. C'est un peu la mère des Nornes qui donc vont tisser cette espèce de toile cosmique. Et donc dans toute cette mythologie, pour remettre ça un peu au goût du jour avec les mots qu'on a aujourd'hui, ça serait globalement le tissage du multivers, tu vois. Et il y a cette notion de cause à effet aussi en ceci que si tu touches à un fil de cette toile, ça peut avoir une influence sur une personne, sur le collectif, mais même sur d'autres univers. Ah, j'entends des petites pattes, je crois que c'est Madame Pépette. Qu'est-ce qu'elle
T'aimes pas que je te porte, hein. C'est Madame Pépette. Ce qui colle quand même pas mal avec notre carte de la roue de fortune ou roue du destin, qu'on peut toujours modifier, mais il y a des choses, des espèces de points clés qui ont été tissés comme ça, et fin de l'histoire. C'est tellement vaste, c'est un peu compliqué de synthétiser cette pensée, puisque tout est intriqué, tout se tient, et si t'as pas un minimum de notion de la philosophie des anciens, c'est assez compliqué de comprendre certains concepts, parce qu'on n'est plus du tout dans ces concepts-là aujourd'hui, puisqu'on n'est plus du tout dans cette vision animiste du monde, où l'intelligence de cette grande machine, elle est partout. Cette intelligence de comment fonctionne le monde, qui est régie par des cycles, qui est régie par un certain tempo, toute cette mécanique et cette musique du monde, tu peux la retrouver dans chaque petite parcelle. Complètement cette notion holographique. On y revient en fait avec nos théoriciens de la physique quantique. Aujourd'hui, on revient à ces notions-là, mais par un autre biais. Comme quoi, les anciens étaient loin d'être cons. Après, on en retrouve où? Alors, en bâton, tiens, je vais vous faire celle en bâton. Bon, on en retrouve dans l'empereur. On en retrouve dans le soleil. Vous savez, ces petites lignes où on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu représenter? Dans le coin inférieur gauche, juste au-dessus des barres qui sont avant le soleil, juste au-dessus des barres, vous avez une petite barre et 7 grandes barres qui touchent une lune. Ça serait intéressant d'analyser si on retrouve des runes dans les lames de tarot où on voit des lunes. Et il y en a un paquet. Et donc pour en revenir à notre carte de tarot, faut que j'arrête de digresser, putain c'est terrible. 1, 7. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit avec le petit tableau d'encodage, d'encryptage des runes quand on fait des runes à branches? Eh bien si on va sur le premier aet, on avait une petite barre et 7 grandes barres. Si on va sur le premier aet, à la 7e position, vous retrouvez Djebo, qui est, comme je vous l'ai dit pour la papesse, cette notion de lignes qui à un moment vont se rencontrer et vont partager, vont être dans le don, dans l'aide, dans le partage et compagnie, ok, et dans l'échange. Et effectivement, c'est exactement ce qui se passe. Celui qui voit quelque chose et qui est déjà arrivé sur l'autre rive, dans une autre dimension, qui s'ouvre à lui. On voit qu'il y a quelque chose qui s'ouvre là entre ses jambes, il y a encore un triangle. Eh bien, lui aide son copain qui a l'air d'être un peu hébété ou aveugle ou ahuri. Et donc, il aide son pote. C'est la notion de Djebo, de l'aide, du don, du partage et compagnie et compagnie. Et de pouvoir construire quelque chose ensemble. Construire. Voilà, encore une. Dans les runes à branches. Alors, elles sont plus dures à voir, c'est vrai. C'est toutes ces petites lignes-là où on se dit, mais pourquoi ils ont fait des lignes-là? Enfin, ça rend le tarot moche. Ah non, ça rend... alors, oui, en termes d'esthétique, je lui trouve une certaine beauté. Maintenant, ça n'a pas toujours été le cas. Toi, tu te demandes si c'est des humains qui ont créé ce truc-là. Vraiment. Alors, on va aller voir le diable. Ces fameuses petites lignes où tu te dis, mais pourquoi ils ont dessiné ça? C'est moche, enfin, qu'est-ce que ça fout là? Je ne comprends pas. Comme le genou de l'étoile. Bon, j'ai pas trouvé de rune, mais tu vois ce genou qu'elle a qui est au sol. Tu te dis, mais il est blessé son genou? Est-ce que c'est juste pour le souligner? Ou est-ce qu'on devrait y voir quelque chose que j'ai pas vu? Et voilà, c'est un... Il veut dire plusieurs choses, mais effectivement, il souligne qu'elle a un genou à terre. C'est vrai, pas que. Et ben, c'est pareil, le genou, le je et le nous, c'est-à-dire soi et les autres. Le genou est important souvent dans le tarot. Bah, le diable, il a des yeux sur ses genoux. Lui, il va te regarder en face. Il va pas te mentir. Même si elle te fait mal, il va te cracher une vérité. Et si tu regardes le genou de ce petit personnage-là, tu te dis, mais pourquoi ils ont foutu 2 traits là? Je veux dire, l'autre, il est pas pareil, tu vois. Lui, ils lui ont fait un œil. Ça veut peut-être dire, regarde les genoux. Regarde les genoux. Et qu'est-ce qu'il y a sur un genou? Il y a la rune Uruz. La rune Uruz, son sens premier, c'est l'auroch. L'auroch, c'est un espèce de bœuf d'antan
qui était mais monstrueux. C'était un truc massif. C'était vraiment genre un bœuf de trait, tu vois, un truc comme les percherons chez les chevaux. C'est un truc énorme, quoi. Notion de la force brute de la terre. Il n'y a pas plus terrien que cette rune-là. Et Uruz, c'est vraiment la force. Comme la bonne santé, si tu préfères. C'est la rune guérisseuse. On l'appelle la rune guérisseuse dans le sens où elle va te donner toute cette force, tu vois. Toute la force de l'auroch. Et c'est aussi cette notion du cheptel que tu peux avoir. Tu vois. Les têtes de bétail que tu vas avoir. Ben, c'est un peu ce que je vois, moi. Le diable, c'est son cheptel. Ils ont quand même un licol. Ils sont quand même un peu enchaînés. Enfin, enchaînés. Ils pourraient se libérer. Je suis pas persuadée que leurs mains soient attachées dans le dos. Peut-être qu'ils cachent des choses. Mais quoi qu'il en soit, ils pourraient se libérer. Ils restent là parce qu'ils sont subjugués par le diable. Finalement, les choses n'ont jamais trop changé. On en est encore là. Mais quoi qu'il en soit, c'est du cheptel. C'est du bétail. Et alors, on pourrait aller plus loin encore. Tu vois, sur leurs côtes, elles sont pas toutes dessinées. T'en as 2 et 3. Et on retrouve la barre au milieu. On retrouve nos runes à branches quelque part. Parce que t'as la barre du milieu, t'as 2 et 3. Et puis si t'es pas sûr, de l'autre côté, t'as 2 et 3. Mais pas pareil. Parce que lui, c'est un initié. Genre, les 3 points de nos frères 3 points qu'ils ont récupérés. 2, 3. Si on va dans notre petit tableau, des runes cryptées, le deuxième Aetir et la troisième rune, vous allez voir que on peut le prendre dans les deux sens, c'est Iessa. Iessa, c'est la glace, c'est quand tu es gelé. C'est l'arrêt du mouvement, la mort quelque part. Hein. C'est l'arrêt du mouvement. Iessa, c'est la glace, c'est la froideur. Et c'est ça, ils ont l'air d'être subjugués, ils sont figés, tu vois. Et si on considère que peut-être c'est dans l'autre sens et qu'il faut aller sur le troisième aet et la deuxième rune, tu vas retrouver B, Berkano. C'est la rune, ça ressemble à la lettre B. Troisième aetir, deuxième, c'est B, Berkano. Berkano, tu peux imaginer que c'est une femme enceinte de profil avec la poitrine et le ventre. Elle va, quoi qu'il arrive, parler de naissance. Et on retrouve la même symbolique dans l'Ogam parce que c'est Base. Et Base, c'est le boulot qui est toujours associé à la naissance, aussi à la mort. Mais parce que la mort, derrière, il y a une renaissance. Et dans ce sens-là, tu peux te dire, peut-être que c'est la promesse qu'à un moment ou à un autre, ils vont réussir à se libérer et à renaître. Tu vois toutes ces connexions qu'on peut faire avec les cartes et avec les runes? Bon voilà, sans les mineurs, je vais essayer de vous en faire une ou deux, mais la vidéo est déjà trop longue. Ah, je vais vous faire ces deux-là, tiens. Allez, 3. Vite fait. Mais vite fait. L'as de denier. L'as de denier, regarde sa forme. Là, c'est arrondi. Mais si tu fais des traits angulaires plutôt qu'arrondis, parce que s'ils sont arrondis, c'est un peu pour cacher. On est d'accord que l'idée, c'est que ça soit pas obvious. Il faut pas que ça soit évident. Donc, on arrondit. Mais le sens premier, le sens de cette lame, c'est qu'elle a tout le potentiel en elle pour toute la série qui va suivre derrière. Le 2, le 3, le 1 jusqu'à 10. Le 10 qui est un renouveau, on va passer sur un autre symbole, etc. Une renaissance. Bah ça, c'est avant la naissance. C'est la graine. Tout est là. Après, on développe. On déroule le truc, tu vois. Eh bien, la rune qui correspond et qui a la même graphie, c'est la rune Ingwaz. Ingwaz, qui ressemble à 2 brins d'ADN. Et donc, cette rune-là, c'est vraiment cette notion de graine. Je vais essayer de ne pas développer. Même dans le symbole, tu regardes, c'est vraiment 2 brins d'ADN, où tout notre potentiel est encrypté. Bon, tant qu'à faire, on a fait la première, on fait la dernière. Si tu peins, par exemple, de l'aquarelle, tu sauras que si tu fais un passage de couleur, ça va être jaune clair. Ça dépend de ton jaune, certes, mais si tu fais un deuxième passage, ta couleur va s'intensifier. D'accord?
Donc là, les artistes semblent essayer de nous indiquer que là, il y a 2 passages. Pourquoi est-ce que je pense que c'est plutôt Dagas que Djebo? Ça pourrait être Djebo, ça pourrait être juste une croix, et effectivement, ça se croise au milieu, même si on part sur cette notion, qu'on a voulu nous laisser un indice que là, on passait 2 fois. Ça pourrait être aussi Djebo, tout à fait. Sauf que la symbolique de cette lame et la symbolique de Dagas correspondent pleinement. Je m'explique. La symbolique du 10 de denier, c'est qu'on est arrivé au bout du cycle de la matière et qu'on va rentrer dans un nouveau cycle et on va explorer, on va partir sur une autre quête, un nouveau Graal. Ok? Donc c'est un renouveau, une renaissance, on repart sur autre chose. Dagas, c'est une rune. Bon, son sens premier déjà veut dire le début du jour, l'aurore, ok. Elle nous parle d'équinoxe et de solstice aussi. Le milieu, ce sont les équinoxes. Et les solstices, qui sont la barre est plus grande, si tu veux, là c'est un point, et là c'est une barre qui est entre les deux. C'est là où tu vas avoir la journée la plus longue, solstice d'été, et la nuit la plus longue, solstice d'hiver. Et le point d'équilibre entre les deux est ici. Et si tu regardes ce que fait le soleil comme course dans le ciel tout au long de l'année, sa position à heure fixe, admettons, tu prends sa position à heure fixe toute l'année, tu verras que ça forme un lemniscate. Ça forme cette rune-là. Donc on nous dit que, ok, on est sur une fin de cycle, mais que quoi qu'il arrive, il y aura un nouveau départ. Il y aura, quoi qu'il arrive, un renouveau, une renaissance. Et en ça, je trouve que c'est plutôt Dagas. Elle est aussi évocatrice du Dagda, parce que Daeg, le jour, bon, si tu connais un peu la mythologie gaélique et celtique outre-Manche, tu sais que chez le peuple de Danann, la tribu de Dana, bon, je sais qu'on en a fait une chanson, mais enfin, de base c'est surtout une mythologie. La tribu de Dana avait un dieu principal qui était le Dagda. Et le Dagda avait un chaudron magique dans lequel il plongeait. Alors, c'est imagé, c'est un chaudron, c'est pas vraiment un chaudron en fait, c'est l'éther, c'est le monde d'après qui est vu comme un chaudron dans lequel on va quand on meurt et qui fait renaître les guerriers. Et donc en fait, c'est simplement que, ouais, c'est expliqué que tu vas renaître, mourir, c'est pas grave, tu vois. Et c'est vrai qu'on dit tout le temps que les peuples celtes chez nous n'avaient pas peur de la mort. Ils n'avaient peur que d'une chose, c'est que le ciel leur tombe sur la tête. Mais ça, c'est une autre vidéo. On va rentrer dans quelque chose de plus, des théories plus physiques, plus de la physique des plasmas et ce genre de choses. Mais donc voilà, bref, on est sur une notion de renouveau. De toute façon, rien n'est grave. Tout renaît tout le temps. Et puis, si vous ne connaissez pas toute cette philosophie, il y a des trucs qui vont vous sembler tirés par les cheveux, un peu capillotractés, mais vous y reviendrez peut-être plus tard si vous vous intéressez à cette philosophie animiste. Je vais vous faire... Bon, celle-ci, c'est rapide. Cette lame-là, notre ami Pierre Treuil en fait une analyse. Quand il a fait une vidéo sur Marie-Madeleine qui m'a beaucoup appris, parce que moi, j'ai pas du tout la vision et la perception de quelqu'un qui a eu une éducation catholique, puisque mon père était païen, ma mère était fâchée avec Dieu. Elle a été élevée par des bonnes sœurs et ça s'est très mal passé. Et du coup, voilà, toute cette culture post-romaine, je l'ai pas moi. Donc, j'apprends au fur et à mesure, si tu veux, mais elle m'a même pas intéressée. Voilà. Donc, il fait une analyse de Marie-Madeleine, de Jésus et compagnie, qui est extrêmement intéressante par rapport au phénix, etc., aux 2 coupes. Bon, la coupe, le Graal, évidemment. Et qu'est-ce qu'elle contient? Le sang de qui? Et donc, bon, tout ça, c'est extrêmement intéressant. Le petit phénix que vous retrouvez dans une autre lame mineure aussi. Bon, et ben, ce qui va m'intéresser, c'est ce à quoi on ne prête généralement pas attention, mais qui est pourtant sous notre nez, et c'est encore la meilleure façon de cacher les choses. On retrouve encore notre éternelle rune phare, Elaz, la rune de protection. Et avec l'histoire de Jésus, Marie-Madeleine, etc., je trouve que c'est très intéressant. On la retrouve là, dans le lotus, qui fait naître les 2 dauphins, dont parle Pierre. Ok? Et la naissance du lotus en haut. Encore une fois, il ne faut pas s'attendre à des trucs très rectilignes, sinon c'est trop évident et c'est plus caché. Donc t'imagines que c'est juste des lignes qui ont été rendues légèrement sinueuses,
pour que ça passe. Et dans le feuillage, ça passe. Voilà. Bah écoutez, je vais en rester là parce que je pourrais faire une analyse de pas mal de cartes. Peut-être pas toutes, mais je vous laisse mettre des petits commentaires. Vous avez peut-être trouvé d'autres choses, vous, de votre côté. J'ai oublié un truc essentiel. Vous partagez ce que j'ai utilisé. Donc, bon, pour ceux qui le connaissent, vous l'avez reconnu. C'est le Camouin Jodorowsky. Voilà. Pour certaines illustrations, il y en a un que je trouve absolument magnifique, mais c'est un oracle, hein, tout simplement. J'ai utilisé cet oracle-là pour certaines illustrations. J'ai sélectionné 2 bouquins. Je ne vais pas vous embrouiller avec plein de trucs, mais je vous ai pris, du coup, le bouquin qui va avec le tarot de Jodorowsky. J'en ai lu un sacré paquet, dont les vies, les trucs. Bon. C'est un des rares où le mec n'a pas vomi son ego, changé des choses. C'est un vrai boulot de recherche sur les origines du tarot. C'est une vraie bonne intention. Et bon, voilà. Si j'en ai un à vous conseiller pour le tarot, prenez celui-là. Voilà. Si vous commencez, voilà. Faites votre exploration, hein, de toute manière. Mais, petite expérience perso qui n'engage que moi, certes. Mais celui-là, effectivement, le mec n'a pas vomi son ego dedans. Je vise personne. Si, bon, je ne donnerai pas de nom, on va dire. Mais il y a 2-3 auteurs. Et concernant les runes, un qui est relativement complet, qui coûte pas bien cher, qui est pas difficile à trouver, parce que vous avez des vieux bouquins, hein, mais qui sont assez complexes à choper. Et du coup, le Julie Compton est très bien, parce que dedans, vous avez... Alors, je suis pas du tout d'accord avec son interprétation, son rapprochement des cartes de tarot avec certaines runes. Elle a fait un bouquin aussi sur l'ogame, si ça vous intéresse. Voilà, je suis pas du tout d'accord avec son rapprochement, le rapprochement qu'elle fait avec les cartes de tarot, mais après ça s'explique dans le sens où tout le reste du monde à part la France, la plupart du temps ils sont plus sur le tarot de Rider-Waite, où il y a des lames qui ont été interverties et qui de mon point de vue a été perverti. Peut-être que ça s'explique par ça, ou parce qu'elle connaît très très bien les runes et très très bien le gamme, mais peut-être moins le tarot, je sais pas. En tout cas, l'ouvrage quant aux runes, il est absolument top, parce que, alors il y aura peu de choses par rapport à notre sol. La plupart des choses, c'est toute la culture qui nous reste outre-Manche, peut-être un peu en Espagne, Portugal, où on trouve des mégalithes et des traces de la culture celte. Mais bon, globalement, c'est surtout ce qui se passe outre-Manche. Il y a un peu quand même de Gaulois. Vous avez toute l'étymologie, vous avez voilà, l'histoire. Vous avez beaucoup d'histoires, beaucoup de mythologie, tout le lore est dedans. Voilà, c'est extrêmement intéressant pour une première approche qui ne soit pas New Age. Voilà, si vous voulez une approche de quelqu'un qui, on sent qu'elle a fait de la recherche, elle n'est pas à fond dans le New Age. Voilà, c'est en ça que je trouve le bouquin plutôt cool. Voilà. Je vous mets des liens en barre de description, notamment pour les vidéos de Pierre Treuil qui ont fait que je me suis dit, bon, quand même, je vais partager 2-3 trucs. Puis ça peut vous donner envie, vous, de chercher, quoi. C'est ça qui est sympathique aussi. Voilà, écoutez, des bisous, à la prochaine.